C'est une joie et un honneur et une belle mise en abîme que de parler de construction aujourd'hui sur ce site exceptionnel et cette construction exceptionnelle qu'est la Tour Eiffel. Je comprends par le choix de ce lieu, au-delà du symbole technique, créatif, scientifique, que l'événement dont nous allons parler veut nous faire toucher du doigt un vertige. Vertige de l'édifice, mais aussi vertige de la question choisie pour cet événement Time World. Donc je parlerai du thème, de l'esprit et enfin d'une question soulevée par cet événement. Après avoir notamment choisi le temps et le hasard comme thème fédérateur, Innovaxium a choisi la construction comme thème général, thème cathédrale, pourrions-nous oser, pour abriter la variété des contributions prévues. La construction a une dimension évidemment spatiale, explicitement spatiale, mais je souhaiterais aujourd'hui souligner sa dimension temporelle en lien avec l'un des thèmes précédents du congrès Time World. Je parle bien sûr du point de vue de la jeune construction qu'est Sorbonne Université. Jeune construction qui date de 2018, mais qui a une épaisseur temporelle bien plus grande et bien plus longue, puisque d'aucuns font remonter la Sorbonne à 1257. Avec des luttes d'interprétation des dates. Bien au-delà de Sorbonne Université, la construction, comme assemblage de forces organisatrices, est un processus temporel aux échelles multiples et à la grande fragilité. Un grain de sable, une étincelle, un coup de volant, un mot de trop, et la construction peut vaciller ou s'effondrer. C'est l'une des grandes énigmes des sciences, dans leur diversité, que de poser la question de la construction, naturelle ou sociale, à propos d'une variété d'objets, à travers ses forces et ses fragilités. La construction de l'univers, la construction de la matière, de ce qui s'offre à nos sens, mais aussi des structures sous-jacentes, invisibles, micro, macroscopiques, qui organisent le vivant pour en faire autre chose qu'un pur chaos ou qu'un pur hasard, pour revenir à des thèmes précédents d'ailleurs, d'Innovaxium et de Time World. La construction de l'univers, l'assemblage de la matière, l'organisation du vivant, la formation du cerveau, la structuration des sociétés, mais aussi la construction d'une idée, d'un immeuble, d'une œuvre, d'une relation, d'un amour naissant, tout cela n'est pas purement instantané, se déploie dans une certaine durée et est doté d'une certaine consistance. Quand une construction est-elle achevée? Comment la rendre durable? Quelles en sont les fragilités? Autant de questions qui peuvent se poser à propos d'objets de nature différente, matériels, immatériels, petits ou grands. Océan de questions que les scientifiques engagés dans Time World pourront affronter lors des événements de la semaine prochaine en partageant leur savoir et en les confrontant à une discussion critique. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Pour reprendre le titre de cette fameuse œuvre de Gauguin, c'est la question des origines, des structures, mais aussi celle des processus qui relient les origines aux structures et nous orientent vers des horizons futurs qui peuvent être posés à travers cette question de la construction. Par les thèmes choisis, ces événements Time World nous inspirent une forme de sympathie, avec cette quête de sens profonde. Et ce qui double cette sympathie, et qui justifie notre partenariat, c'est qu'au-delà du thème choisi et de la volonté de débattre de façon critique, Time World est attentif à une discussion entre art et science, ou à des rencontres entre art et science, puisque la musique sera présente dans les événements Time World, des concerts auront lieu, l'art plus généralement et l'émotion esthétique aura une place. Et au sein de Sorbonne Université, c'est quelque chose auquel nous croyons beaucoup et nous cherchons à nous engager pour ces rencontres. Nous croyons beaucoup aux fécondations réciproques entre les arts et les sciences. Deuxième mot à propos de cet événement, au nom de Sorbonne Université, je tiens à souligner aujourd'hui l'esprit dans lequel nous souhaitons nous associer à cet événement. Ce qui résonne avec Sorbonne Université, c'est un esprit de rencontre, de dialogue, de débat, de pluralité, de décloisonnement pluridisciplinaire que nous cherchons à promouvoir entre nos murs et au-delà. Pour faire vite, il y a eu une phase de fragmentation des savoirs scientifiques, de spécialisation et de division du travail scientifique extrêmement forte, notamment au XXe siècle. Et depuis quelques années, il y a la volonté de déplacer la fragmentation des savoirs hyper spécialisés pour essayer de faire se rencontrer les regards disciplinaires autour d'enjeux globaux ou transversaux. Ce n'est pas nouveau, mais clairement, cette dynamique est là. Et évidemment, les enjeux environnementaux sont parmi les enjeux majeurs, globaux et transversaux, que les scientifiques affrontent avec leurs divers regards. Et ce congrès est une illustration de cette dynamique.
Donc nous cherchons à promouvoir, à nous associer à cette volonté de dialogue interdisciplinaire. Et le défi pour nous académiques est à la fois de tirer parti de nos disciplines qui gardent des histoires, des méthodes, des théories, des frontières, mais tout en s'ouvrant, en sortant de nos petits bocaux disciplinaires pour le temps parfois d'une discussion, parfois plus de projets de recherche, essayer de nous confronter à d'autres regards, parfois très décalés en termes d'univers disciplinaire. Un dernier élément pour présenter cet événement, et je finirai par une question à propos de cet édifice, conçu par un homme visionnaire et qui célèbre des grands noms d'hommes de science, puisque vous avez les noms et les portraits d'hommes de science célébrés au sein de la Tour Eiffel. Une question pourrait être aujourd'hui, où sont les femmes? C'est une question qui incite à chercher les dessous des constructions, leur envers, ou ce qui n'est pas advenu par évitement, frein, empêchement, ou manque de causalité sociale, politique, scientifique. Cette question, c'est l'occasion aussi d'évoquer une initiative que nous soutenons avec Sorbonne Université, le projet d'une association d'étudiants. Cette association s'appelle Défi Sorbonne et a le projet un peu fou de célébrer les grands noms des femmes scientifiques qui ont été oubliées, négligées, marginalisées dans l'histoire. Les 40 sœurs d'Hypatie, c'est le nom du projet, en référence à une savante et philosophe grecque méconnue encore aujourd'hui. C'est un projet avec 40 noms qui pourraient figurer au deuxième étage de la Tour Eiffel, alors que le premier étage comprend 72 noms d'hommes illustres. Si ce projet est encore à l'état, disons, d'élaboration un peu folle, nous pouvons aujourd'hui, par construction mentale, l'imaginer et en l'évoquant, lui donner des chances d'être matériel demain, en 2023. Les constructions mentales, le travail des imaginaires, ne sont pas plus faibles ou moins vraies ou moins réelles que les constructions matérielles. Leurs relations alimentent le cours du monde et c'est l'un des charmes de cette notion protéiforme, la construction, que d'héberger cette diversité de réalités physiques et symboliques. Merci de votre attention. Marie-Christine Lemardelet a été empêchée au dernier moment de venir et n'a pas pu se faire remplacer de façon extemporanée. Et donc, il faut noter quand même que la ville de Paris fait partie des partenaires de cette édition et nous soutient depuis déjà de nombreuses années. Je n'ai pas son discours, je ne prendrai pas sa place et je vais donc tout de suite passer la parole à Laurence Honorat, présidente d'Innovaction, qui va nous présenter donc les grandes lignes de ce congrès mondial. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, un grand merci d'être ici à la Tour Eiffel. Je suis vraiment très contente que vous soyez venus pour qu'on parle ensemble de Time World. Vous remarquerez derrière, il n'y a pas le logo Time World affiché, c'est ce qui était prévu initialement. Je me suis dit que vous aviez besoin de rêver, on avait tous besoin de rêver. Parler de construction, ça inclut une dimension qu'on ne maîtrise pas, même si la construction peut passer préalablement par un plan. Elle fait aussi appel à l'imaginaire, elle fait aussi appel à l'improvisation. Et je pensais que cette source d'inspiration allait pour vous au-delà de la simple vision du logo, au magnifique logo Time World au demeurant. Alors Time World, en fait, a démarré, je vous fais juste un petit point d'histoire, en 2019 pour sa première édition sur le temps, une édition qu'on a appelée Zéro. Une personne m'a demandé tout à l'heure comment l'idée de Time World était venue. Eh bien, tout simplement, Yann Mombrini, quelque part dans cette salle, je discutais avec Yann Mombrini, nous buvions tout précisément un jus de pamplemousse. Mais oui Yann, je raconte l'histoire, je le vois hocher la tête. Donc on buvait un jus de pamplemousse et Yann m'a dit « Je suis en train d'écrire un papier sur le temps et ce serait bien de prévoir une conférence qui parlerait du temps. » Alors on a commencé à regarder et puis je lui ai dit « Mais tu sais, des conférences qui parlent du temps, il y en a beaucoup, des physiciens qui se réunissent pour parler du temps. Je ne sais pas qui ça pourrait bien intéresser vraiment à part les physiciens eux-mêmes. » Et on s'est dit que finalement on pouvait parler du temps non pas seulement par la fenêtre, par le prisme de la physique, des mathématiques, de la chimie, des sciences dures, mais qu'on pouvait aussi apporter d'autres briques, d'autres horizons qui seraient complètement différents et qui viendraient enrichir la conception, la compréhension, l'appréhension du temps. Et c'est comme ça que l'idée de Time World est née. Faire appel à une seule discipline par édition. Donc la seconde a parlé du hasard, la troisième qui a été menée fort bien grâce à mon grand ami Hervé Fischer, que vous entendrez tout à l'heure à Montréal, s'est intéressé à l'intelligence artificielle. Et nous sommes ici là pour parler de la 4e édition qui va porter sur la construction, comme vous le savez. Donc la construction mesurée,
qui va intégrer toutes les disciplines de sciences dures, mathématiques, physique, chimie, informatique, la construction du vivant, qui, elle, va s'intéresser à la médecine, qui va parler de biologie, de paléontologie, la construction perçue, qui va interroger les neurosciences, l'éthique, la philosophie, et enfin, il n'y a pas d'ordre à cela, mais on peut mettre un ordre, la construction dans l'art qui va faire entrer en scène pour cette édition les architectes, qui va aussi s'emparer du sujet de la photographie, du sujet du cinéma, du sujet de la littérature. Et donc toutes ces visions-là, ces interrogations qui vont être interdisciplinaires, vont être enrichies par une vision multiculturelle. Time Lord, c'est un congrès mondial qui normalement, je dis normalement parce que cette édition, c'est pas précisément le cas. On a eu du mal à faire venir des gens d'un peu partout, notamment du continent asiatique. Normalement, on a à peu près 40% d'intervenants, c'était le cas des précédentes éditions, qui viennent hors du pays où se produit l'événement. Donc une vision multidisciplinaire, multiculturelle, mais aussi multi-expertise. Et c'est au croisement de toutes ces dimensions qu'on arrive à faire émerger des idées. Time Lord, c'est une question qui est posée, qui fait office de titre pour des conférences plénières ou pour des tables rondes. Cette année, on traitera de 4 thèmes de table ronde. La table des étudiants, elle est toujours là, la table des étudiants, menée par Gauthier et par Marie qui prendront la parole tout à l'heure. La table ronde des couleurs, qui sera menée par Hervé Fischer. La table ronde de la mesure, qui est proposée par le Bureau international des poids et mesures. Céline Fellagarou est quelque part ici dans la salle pour représenter ce Bureau des poids et mesures. Et la table ronde de la mobilité, qui sera menée par Gérard Houry. Mobilité au niveau des transports, on va dire. Donc, chaque conférence et table ronde, c'est une question, qu'on appelle une question défi. L'exposé pour la conférence dure 30 minutes. À l'issue de ces 30 minutes, par l'expert, 10 minutes d'échange avec le public. Et à la fin de ce parcours-là, 5 minutes de synthèse qui va venir intriquer l'apport de l'expert et les échanges qui auront émané du public, de sorte à répondre de façon la plus collégiale possible à la question posée au départ. C'est un exercice extrêmement performant qui montre qu'en très peu de temps, on peut arriver à des pistes de solutions, à faire naître de nouvelles idées, à faire émerger, pourquoi pas, de nouvelles entreprises. C'est ce qui s'est déjà produit. Et évidemment, on ne fait pas que faire un état de l'art à Time Lord. On crée aussi l'opportunité de nouvelles rencontres. Un philosophe qui n'aurait pas eu l'opportunité de discuter avec un astrophysicien, des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées parce qu'elles ne se seraient pas facilement croisées sur cette belle planète et qui vont se trouver au rendez-vous comme ça à Time Lord. Donc Time Lord, conférence, Time Lord, table ronde. Time Lord, c'est aussi une exposition. Vous allez avoir des exposants qui vont parler de construction. Time Lord, des dédicaces, des séances de dédicaces. Cette année, nous avons la chance, et pour un congrès construction, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir pour grand partenaire Erol, la librairie Erol, qui est représentée aussi ici. La librairie Erol qui va approvisionner les ouvrages des conférenciers qui sont également auteurs. Et à la suite de chaque conférence, vous aurez la possibilité de faire dédicacer des ouvrages. Chaque soir, un concert. C'est un concert qui va être une carte blanche au violoniste David Aroutounian et qui viendra accompagné de plusieurs instrumentistes à cordes, contrebassistes, violonistes, altistes et qui feront de très belles compositions chaque soir. Donc voilà pour la présentation globale de Time Lord. Time Lord poursuit sa route, sera présent à Tokyo pour sa prochaine édition. Un petit peu lointaine quand même, ça sera en octobre 2023 et en partenariat avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Nous avons calé la date par rapport à l'atterrissage présumé de son patron qui est Koichi, l'astronaute Koichi Wakata. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous encourage à parler de Time Lord autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements qui ont lieu à Paris fin juin. Je sais que les emplois du temps sont excessivement chargés pour tout le monde, mais ça vaut vraiment le détour. Pas moins d'une centaine de conférenciers qui pourront exposer pour vous. Je pense que ça vaut le détour et surtout pas les rater. Donc merci encore d'être là. On va commencer par une première carte blanche pour
notre ami Monsieur Usan, qui va se monter à la tribune et qui a pour devoir de nous surprendre. Ah, c'est ça mon devoir. Mon devoir, c'est surprendre. Ah bien. C'est le défi que je viens de poser. Donc nous allons parler de déconstruction. Non, pardon, je déteste Derrida. Bon, construire. Bon, merci Laurence pour ton invitation, pour cette carte blanche. Alors construire, on l'a déjà dit, hein, c'est un terme très très riche. Construire une figure au compas, ça, on a appris ça depuis l'école. Construire sa maison, je crois qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir comment on fait. Se construire soi-même, surtout se reconstruire, parce que la vie, vous savez, c'est une éternelle lutte pour se reconstruire. Bien construire une phrase, je vais essayer de ne pas trop me planter là devant vous. Donc merci Laurence. Et en fait, construire, on réalise tout de suite que c'est essayer de faire du nouveau à partir d'éléments de base qui sont là, qu'on a à notre disposition, éventuellement en suivant un plan qui peut exister ou n'existe pas. Donc quelque part, il y a cette idée de vouloir faire, en fait, de bricolage. Alors moi je suis physicien et je crois que quand on est physicien, on adore le bricolage. Bricoler avec les idées, bricoler avec la matière. Et vous avez cité déjà les noms là, tous les deux. Vous avez parlé d'interdisciplinarité. Et Laurence le sait, moi, plutôt que l'interdisciplinarité, ce que j'aime, c'est l'indiscipline. C'est-à-dire cette idée de penser au-delà de tout cadre. Les disciplines, on a voulu discipliner la pensée, aller savoir pourquoi, on les enfermait dans des académies, dans des cursus, c'est très bien, c'est très efficace, mais l'indiscipline et aussi une vision, on va dire la curiosité. Vous vous rappelez que curiosité, ce mot qui veut dire en latin caritas, le soin que vous portez aux petites choses. Donc vous allez construire, prenez soin à toutes les petites choses qui sont là, aux petits crapauds qui sont sur votre chemin et qui vont vous révéler des génies ou des princesses si vous daignez les embrasser. Alors comme je vous l'ai dit, je suis physicien. La physique théorique nous a appris quelque chose de très important. Elle nous a appris que toute la matière qui est autour de nous est formée de particules élémentaires que l'on peut agencer. Et on est rentré dans cette idée que finalement, en allant chercher ces éléments élémentaires, on allait pouvoir comprendre la nature, comprendre comment toutes les choses sont construites. Vous voyez, une sorte, on se grisait un petit peu comme les réductionnistes auraient pu le faire il y a presque un siècle. Et malheureusement, nous avons compris que ce n'était pas tout à fait possible. Je suis aussi cosmologiste. Et la cosmologie nous apprend une chose assez extraordinaire, nous le savons depuis presque un siècle maintenant, c'est que notre univers est en expansion. Et donc simplement, ce simple fait que si on remonte le film de l'univers en arrière, eh bien, dans ses phases primordiales, l'univers était beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense, et la matière beaucoup plus concentrée, si bien que les galaxies, les étoiles, les planètes, la vie, vous, la matière qui vous compose, les atomes eux-mêmes ne pouvaient pas exister au début de l'univers. Donc ce constat, vous voyez, d'un côté la physique qui nous dit comment les choses matérielles sont construites, et l'histoire de l'univers nous pose un défi. Comment expliquez-vous l'origine des atomes, l'origine des planètes, des galaxies, l'origine de la vie, l'origine de la conscience, l'origine du langage? En fait, tout cela ne pouvait pas exister une fraction de seconde après le Big Bang, et nous observons l'univers à peu près une seconde après ce Big Bang. Il n'y a rien de tout ça. Une matière informe, sans structure, sans rien. Et tout ça doit émerger. Alors, est-ce que ça émerge naturellement? Est-ce qu'il faut une action extérieure? Ça, pour l'instant, nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que nous savons simplement expliquer l'origine des objets les plus simples. Les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes, les galaxies, mais au-delà, les choses sont beaucoup plus difficiles. Aucune idée encore pour l'instant sur l'origine de la vie et de la conscience. N'en parlons pas. Alors vous voyez, ces deux constats presque triviaux nous font comprendre que pour expliquer quelque chose, on a besoin de deux éléments. On a besoin en fait d'éléments de base, en fait, qui sont ces théories fondamentales qui nous disent quelles sont les choses que l'on peut construire, quel est l'espace de potentialité de toutes les choses que l'on peut éventuellement construire. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, il nous faut un contexte, et ce contexte, eh bien, il est donné par l'environnement, par exemple. Dans un cadre biologique, ça peut être la sélection darwinienne. Il peut être donné par nous, par nos choix, par nos décisions, par nos actions sur la nature. C'est dans ce cas-là l'acte d'un artiste, par exemple, qui décide de modeler la matière d'une certaine façon. Et vous voyez que si vous posez la moindre question sur pourquoi ce stylo existe-t-il, pourquoi a-t-on construit ce stylo? Bien sûr, la physique va me dire pourquoi potentiellement on peut agencer des atomes qui forment un stylo comme celui-ci, mais vous ne pourrez pas expliquer ce stylo en dehors d'un contexte économique, sociologique. Il faut vouloir écrire, il faut vouloir faire des mines de carbone, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça doit être pris en compte pour pouvoir expliquer pourquoi on construit des stylos comme celui-ci. Donc vous voyez que la construction, c'est pas simplement un acte créatif, on a ces deux élans qui vont s'équilibrer, le contexte et les espaces de potentialité. Et quand on pense à ça, donc à cet acte créatif, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'adore les Grecs, les vieux Grecs. Hein. Et tout de suite, ça me fait penser à Ulysse. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'Odyssée ce que Homère écrit d'Ulysse au moment où il veut construire son radeau. Vous voyez, il veut partir chez Calypso. Il a des rondins, et puis il a une lanière de cuir, et Homère nous dit
que Ulysse harmonise les rondins pour en faire un radeau. Il harmonise, il crée de l'harmonie. Il fait que le tout a plus de sens que l'ensemble de ces éléments qui le constituent. Ce terme harmonie, en fait, il va traverser toute l'histoire de la science et de la pensée, mais vous voyez qu'il est aussi très lié à cette idée de construction. Ça doit tenir ensemble. Il doit y avoir quelque chose qui se dégage. Une maison, c'est pas simplement une pile de briques, c'est beaucoup plus que ça. Une symphonie, c'est pas une pile de notes pour Fabien. Donc dès que vous mettez deux sons ensemble qui se complètent, qui vont dégager plus que la somme des deux sons, deux couleurs qui vont aller ensemble, qui vont résonner l'une par rapport à l'autre, vous avez cette harmonie qui va être insufflé à la matière. Et vous voyez que ça, pour l'instant, cette source de l'harmonie, eh bien, c'est l'acte créatif humain, ce qui fait que dans cette construction, c'est pas un acte strictement algorithmique. Alors ça, on en a beaucoup discuté à Montréal sur cette intelligence artificielle. Est-ce que des machines peuvent créer ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'acte créatif des gens au moment où ils construisent ? Ce qu'on voit aussi, c'est que, je parlais d'un tas de pierres et d'une maison, et on a quand même l'impression qu'une maison, c'est beaucoup plus construit qu'un tas de pierres. Donc on a l'impression que quelque part, il y a une flèche du temps. Ça aussi, on l'a déjà discuté dans les Time World. Les physiciens appelleraient ça peut-être la seconde loi de la thermodynamique, lutter contre, et ainsi de suite. Mais surtout, moi, quand je vois ça, on a une idée de progrès. C'est-à-dire que finalement, une maison, c'est quelque chose de beaucoup plus abouti qu'un tas de pierres. Et là, je vous ai parlé d'Ulysse, moi, je pense tout de suite à Pénélope. Où là, l'innovation, l'art de créer, ce n'est pas de faire. C'est de défaire pour arrêter le temps. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui, parce qu'on est poussé à construire. Est-ce que je dois construire tous les objets que je suis capable de construire, tous les algorithmes que je suis capable de penser, ou est-ce qu'à un moment, collectivement, nous devons être capables de ne pas construire pour pouvoir vivre en harmonie avec ce monde dans lequel nous sommes? Et quand j'ai pensé à ça, et c'était, je pense, un peu hier soir, voilà ce que j'ai entendu avant de me coucher, j'ai pensé au père Ubu. En ce moment, je pense beaucoup au père Ubu, allez savoir pourquoi. Et Ubu nous donne vraiment la clé, en fait, sur la construction. Il nous dit, alors c'est dans Ubu enchaîné qu'il a écrit en 1900, il nous dit, que Jarry a écrit en 1900, « Nous n'aurons point tout démoli si nous ne démolissons même les ruines. Or, je n'y vois d'autre moyen que d'en équilibrer de beaux édifices bien ordonnés. » Donc voilà, déconstruisons les ruines. Vous voyez, c'est beau comme un programme électoral, comme un discours présidentiel, un lendemain d'élections législatives, vraiment, quoi. Alors c'est peut-être ça le secret de la construction, tu vois, le père Ubu, et j'ai été très déçu. Il n'y a pas le père Ubu dans ton programme. Alors je te propose de faire un Time World spécial père Ubu, parce que là, je pense qu'on pourrait décliner sur la pataphysique, et là, ça serait plus de la pensée disciplinaire, on serait vraiment dans l'interdisciplinarité. Donc voilà, merci beaucoup Laurence pour ton invitation, et puis j'espère que ça vous fera un peu penser à cette construction, et garder en tête le père Ubu, parce que c'est quand même un grand ami des penseurs. Merci à vous. Merci Jean-Philippe, j'étais sûr que tu nous surprendrais, ça a parfaitement réussi. Alors je suis désolé, c'est pas le père Ubu qui va monter à la tribune. Maintenant, donc, les représentants des 4 piliers. Non, on est vraiment dans la construction, mais c'était avant la construction que nous avions appelé les piliers les personnes qui contribuent à élaborer le programme scientifique, qui proposent des invités, qui organisent de façon à ce qu'il y ait justement une harmonie entre les différentes interventions. Et donc, 4 personnes, donc tout d'abord Bertrand Laforge va nous présenter donc la construction, que je ne me trompe pas, mesurée. Donc je vous remercie pour cette invitation. Alors quand Laurence m'a proposé d'être associé à cet événement, en fait c'était je pense basé sur une expérience qu'on a déjà, même si l'expérience de Time World est courte. En fait j'ai participé l'année dernière à une première version de Time World. Et ce que j'ai finalement découvert, mais déjà dans une continuité d'action menée par Laurence et par Innovaxium autour de la discussion entre la société et les sciences, c'était l'idée que cette année, on avait vraiment l'opportunité de créer un très grand événement d'interaction entre la science et la société. C'est ça qui m'a intéressé. La construction, ça me parle. Moi, je suis physicien des particules. Le binôme qu'on a constitué pour travailler sur la construction mesurée, c'est avec ma collègue Catherine Schwab, qui travaille à l'Institut des Nations de Paris et qui travaille sur des ensembles à l'échelle atomique ou moléculaire. On s'est dit que en travaillant ensemble, on pouvait
finalement parler de la construction de sciences des plus petites échelles jusqu'aux plus grandes échelles, puisque moi de mon côté je suis physicien des particules élémentaires et que je n'arrête pas de faire des allers-retours entre des constructions intellectuelles et des constructions pratico-pratiques quand on construit par exemple un détecteur pour découvrir le boson de Higgs au LHC. La construction de ces détecteurs, c'est en soi la rencontre déjà de la science et de constructeurs. Il y a la science qui construit des représentations du monde, à un moment où, dans la discussion avec le développement technologique, on nous pose souvent la question aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, est-ce que les algorithmes sont capables de comprendre des choses de la nature sans en faire des modèles ? On n'aura plus besoin de modèles. Eh bien, toute cette question du besoin des modèles dans la science est extrêmement contemporaine et a besoin d'être discutée en interaction avec des gens qui ont des points de vue très variés, et c'est ce que permet vraiment un événement comme TIWorld. Donc on a essayé de construire avec Catherine Schwab un programme qui permette d'être à la pointe de l'actualité des sciences, mais autour de questions qui sont à nos yeux extrêmement importantes à mettre en résonance avec l'ensemble de la société, d'une part pour les aspects purement intellectuels de la question, mais aussi parce qu'un très grand nombre d'enjeux sociétaux qui sont devant nous, et on sait qu'on a des enjeux extrêmement importants, ne trouveront leur solution que dans ce dialogue qui devient extrêmement urgent, et on sait bien que les rapports du GIEC nous disent qu'on a peu de temps. Il faut aller vite, et TIWorld, pour moi, c'est un événement qui permet justement de faire cette mise en contact entre la science telle qu'elle se fait et la société telle qu'elle doit se saisir, j'allais dire globalement, de ces avancées, de cette manière de concevoir, de construire notre représentation du monde pour être acteur sur ce monde. Et ça, c'est mon credo, c'est ce que je dis à mes étudiants quasiment dans le premier cours que je fais en physique. Même si vous ne voulez pas faire de la physique, apprenez à faire de la physique, parce que les physiciens, c'est des gens qui ont l'habitude de partir d'intuitions et de les transformer en construction intellectuelle pour justement être en capacité d'agir. Et agir, c'est rien d'autre que de faire agir, que d'utiliser des constructions intellectuelles pour prendre des actions dont on pense qu'elles vont être bonnes pour poursuivre tel et tel objectif qu'on a. Et donc, dans le cadre de cette construction mesurée, j'espère que les gens vont apprendre énormément de choses par rapport à ça, à un moment où la démarche scientifique n'est pas forcément comprise d'une très grande partie de la population, et où on a besoin d'une montée en compétences importante de la population sur ces questions-là, vu les enjeux qui sont devant nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Bertrand. Et donc j'ai demandé maintenant à Brigitte Senu de bien vouloir monter à la tribune. Elle nous est tombée de l'avion hier soir et elle a eu le courage de venir ce matin. Alors d'abord, je voudrais remercier Laurence Honora de m'avoir invité à participer à la création, j'allais dire la construction de cette construction du vivant avec François Moutou et Michel Viseau. Ce fut un plaisir de partager et d'échanger. Alors le pilier construction dans le vivant fédère des domaines variés comme la médecine, la biologie, la climatologie, la géologie et l'évolution. La biosphère n'existerait pas sans la géosphère. Elles se nourrissent l'une de l'autre et interagissent, et ça depuis des millions d'années. Les constructions que nous proposons prendront donc différents aspects, couverts par des spécialistes de domaines extrêmement variés, et je les remercie d'avoir accepté de se lancer dans l'aventure. Le monde minéral vit, et Gwenaëlle Rousse nous accompagnera ainsi au cœur des cristaux, et pour nous comprendre comment ils sont construits, comment ils se forment, comment ils croissent, et ce qui est à l'origine de leur forme, de leur couleur et de leur beauté. Hasard, énergie, collision sont les maîtres mots de la construction du système solaire, des planètes et en particulier de la Terre.
Brigitte Zanda décryptera pour nous ce gigantesque billard et nous expliquera comment les météorites contribuent à raconter cette histoire de notre univers. Emmanuelle Javot, quant à elle, nous invite à un voyage aux confins des premières traces de vie, à la reconstruction des 3 premiers milliards d'années de la vie, et nous permettant de décrypter les compromis entre chimie et morphologie. Reconstruire la vie, c'est aussi reconstruire le temps de la vie. Et Jean-Jacques Bain, là, nous présentera tout l'éventail des méthodes à la disposition des chercheurs aujourd'hui, et particulièrement des paléontologues, pour comprendre l'histoire de l'homme. Comment reconstruire ou construire les relations de parenté entre espèces qui contribuent à la diversité du vivant? Eh bien, ce sera la tâche ardue de mon collègue Guillaume Lecointre. Nos relations au milieu, étudiées avec des méthodes de plus en plus fines, ont été déterminantes dans notre survie. Une approche pluridisciplinaire, naturaliste est essentielle pour reconstruire notre histoire buissonnante et qui s'est construite au cours des derniers millions d'années. Et c'est là que j'interviendrai. Comment le vivant nous sert-il à construire les robots ou comment la bio-inspiration nourrit l'industrie? Eh bien, Emmanuel Pouy-de-Bas nous expliquera qu'il n'y a qu'un pas entre la trompe de l'éléphant et la main robotisée. Alexandra Houssaye, quant à elle, nous projette dans le milieu de la paléo-inspiration, en s'intéressant aux mammouths et aux dinosaures, au poids massif supporté par le squelette. Et c'est l'étude de ce squelette qui pourrait mener à des constructions de structures porteuses plus résistantes avec un minimum de matériaux. Le passé sert l'avenir. Dans sa présentation, Georges Coubeau aborde le problème de l'adaptation versus héritage historique dans la construction osseuse. Il nous montre que les deux ne s'excluent pas forcément. De leur combinaison résulte la diversité de l'organisation de la construction des os. À travers les équivalences symboliques qu'offrent les insectes, Anne Beyer-Gesselin pose la question de comment construire une représentation de ces animaux qui grimpent, qui rampent, qui volent et qui pénètrent notre monde humain. A-t-on besoin de matière vivante pour percevoir et connaître? Thierry Pozzo nous invite à une réflexion sur la perception et la cognition et pose la question de l'existence possible d'une intelligence artificielle sans corps. Ça, c'est tout un programme, je pense que ce sera passionnant. Xavier Emmanuelli nous initiera à la construction et la destruction du psychisme. Faisant le constat que des changements importants dans le monde au cours des dernières dizaines d'années ont eu un impact sur nos comportements, l'apprentissage, nos relations aux autres espèces, Ansar Khalik pose la question de la construction d'expériences de vie sans les vivre. Enfin, si l'eau liquide est aujourd'hui essentielle à la vie terrestre, il apparaît que certains solvants pourraient la soutenir. Mais Christine Bartik nous expliquera que l'eau possède des propriétés qui rendent peu probable une vie sans eau. Pourrait-il y avoir contradiction entre conservation de la biodiversité et l'émergence de certains risques sanitaires? Voilà une question d'importance dans le contexte actuel et à laquelle François Moutou nous invite à réfléchir. Il nous expliquera pourquoi reconstruire la place des micro-organismes au sein de le vivant s'avère primordial. Ce programme est donc très riche et qui va conduire, je l'espère, à de nombreux échanges, non seulement entre spécialistes, mais avec le public. Le thème construction, et plus particulièrement la construction du vivant, est un formidable espoir et un formidable optimisme pour l'avenir. Et je crois que c'était une idée géniale de le mettre au point cette année, après les années de Covid. On a besoin d'aller vers l'avenir et construire, ça a un côté de toute façon positif. J'aurais pour terminer une pensée émue et toute particulière pour Yves Coppens, qui nous a quittés hier matin et qui aurait eu toute sa place ici. Lui qui s'attachait tant à reconstruire l'histoire de nos origines sous tous ses aspects, géologiques, chimiques, artistiques, cognitifs, paléontologiques. Et il savait nous transmettre avec son talent et sa curiosité. Ce fut un grand homme qui nous manque déjà. Merci. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation et pour ce mot pour Coppens, donc, qui est un grand scientifique, qui laissera une trace et qui, j'espère, donnera beaucoup d'émules. Je vais donc maintenant demander à Hervé Fischer de bien vouloir me présenter la construction perçue. Troisième thème donc, de nos congrès mondiaux, Time World. Bonjour tout le monde. Merci à Laurence Honorat de m'avoir invité.
C'est toujours un plaisir. C'est mon 4e Time World. J'arrive de Montréal où, il y a à peine 2 mois, nous avons organisé ensemble le Time World sur l'intelligence artificielle, qui a fait un buzz pas croyable. Je vous signale que Montréal, c'est la capitale de l'intelligence artificielle dans l'univers. On a un écosystème extraordinaire. Bon, maintenant, je me suis posé la question, c'est vrai que nous sommes 4 piliers pour mesurer la vie, la perception et l'art, comme la Tour Eiffel. Apparemment, il en faut 4 piliers pour construire, mais j'ai pensé aussi que pour la sagesse, il en faut 7. Alors, nous sommes en chemin, mais nous ne sommes pas encore rendus à Time World 7 piliers. Mais je suis encore jeune et j'espère connaître cet avenir de sagesse. Bon. Maintenant aussi, mon point de vue, je m'occupe donc de la perception de la construction. Mon point de vue ne commence pas avec la création du monde, quoiqu'on peut se demander si c'est Dieu ou le hasard qui a construit l'univers, mais je suis beaucoup plus simple, ou dans un temps beaucoup plus court. Je me rappelle très bien, vous aussi certainement, le stade fœtal, quand vous étiez dans le ventre de maman, et comment construisiez-vous l'univers à ce moment-là? Bon, chacun peut fouiller ses souvenirs. Moi, je me rappelle une sorte de douce chaleur sécuritaire, un peu euphorique, sonorisée, et je ne construisais pas vraiment, je ne peux pas prétendre que je construisais l'univers, mais disons que je le percevais et que je l'imaginais. J'ai déjà essayé de préciser cette imagination, c'est un peu difficile. Mais au moment de l'accouchement, ce fut tout un choc. Ça fait très mal, pas seulement à la mère, mais aussi à moi qui naissais, ou plus exactement quand le monde naissait à moi. Car on se trompe toujours quand on dit que l'enfant naît au monde, c'est le monde qui naît à l'enfant. C'est ça l'expérience réelle que nous vivons chacun de nous, et ça commence par une souffrance chaotique, dont peut-être on a fait un mythe. Quand l'air remplit les poumons et que l'on crie, quand on est aveuglé par la lumière, qu'on ferme les yeux, c'est un moment très difficile de l'origine du monde qui, je crois, peut laisser une trace dans les réseaux synaptiques, dans les matrices, les premières matrices cérébrales qui vont ensuite nous accompagner toute notre vie. On découvre un papa qu'on ne connaissait pas, il faut construire ce papa, éventuellement. On découvre l'autre, comme aurait dit Lacan, c'est-à-dire la société qui se mêle beaucoup de toutes nos petites affaires. Et dans un premier stade, on est comme une tortue sur le dos, impuissant pour pas mal de mois, et on est infants, sans concept. C'est-à-dire que l'enfant voit le monde naître à lui et il n'a pas de concept pour le construire. Il l'imagine. Il l'imagine comment? Je m'en souviens très bien. Selon mes petits mots de ventre, selon la faim, selon les désirs que j'avais, que je pleurais, je criais, je souriais pour aménager le monde, et je le construisais d'une façon complètement imaginaire. Je n'avais pas encore de réseau synaptique avec des concepts, je n'avais pas encore une syntaxe grammaticale, j'avais des liens parentaux avec l'autre, la mère, le père, et donc j'étais dans une logique biologique. La première imagination que nous avons du monde est complètement biologique et sans concept. Après le stade de la tortue sur le dos, qui crée une très très grande dépendance, une situation dont on va se défaire si possible par la suite, parce qu'ensuite il y a le stade du pingouin, il y a le stade du homard qui sort les pinces et qui va construire le monde à sa façon, d'une façon différente de ce qu'on lui a enseigné à l'école et dans la famille. Ce que je veux dire, c'est que la construction commence toujours par une fabulation. C'est ensuite Piaget a travaillé beaucoup là-dessus aussi, c'est ensuite qu'on met des mots que la société nous donne, un langage pour nous intégrer dans cette société, et qu'on garde des souvenirs. Je ne crois pas qu'il y ait un inconscient. Ça, j'ai jamais cru que l'inconscient était autre chose qu'une fiction freudienne ou jungienne. Mais on a une mémoire matricielle, synaptique, de sensations, de plaisir, de douleur,
de désir qui s'est inscrit dans nos réseaux synaptiques les premiers, qui sont donc biologiques, neuronaux. Hervé Schneeweiss vous en parlera, c'est mon deuxième pilier. C'est le deuxième pilier et lui est neurologue, il travaillera, il a réuni, nous avons réuni ensemble chacun des piliers 20, 25 experts, les meilleurs qui étaient disponibles et qu'on admirait le plus. Donc Hervé Schneeweiss a choisi lui-même des conférenciers qui sont dans le domaine des neurosciences et du neurocognitif. Bon. Mais moi, je travaille sur la fabulation. Et je dis, pour paraphraser Hegel, que tout ce qui est réel est fabulatoire dès la naissance, dès le stade fœtal. Et tout ce qui est fabulatoire est réel. Parce qu'au fond, nous avons un rapport imaginaire avec le réel. Comme disait Jean-Philippe Uzan tout à l'heure, bon, c'est difficile, ou bien notre ami sur les particules, c'est difficile de reconstruire le monde en l'interprétant avec des particules élémentaires et avec tous les outils scientifiques. Et même la science elle-même est très largement une fabulation. La raison elle-même mériterait qu'on dise qu'elle est mythique. Alors donc je travaille sur le thème de la mythanalyse, l'analyse des mythes, c'est-à-dire des récits que nous construisons, avec lesquels nous organisons notre rapport au monde, notre gouverne, parce que ça implique des valeurs, et la base de notre rapport au monde est fabulatoire. Et on le construit, ce monde, en construisant des outils, on imagine des syntaxes, on imagine des concepts. Chaque concept, vous savez, la force, la gravitation, les trous noirs ou les trous blancs maintenant, c'est un peu fabulatoire. On essaye de les rendre opératoires, mais ils restent fabulatoires. Et ils sont vrais quand ils opèrent bien. Mais quand ils opèrent mal, ils sont faux. C'est une façon de voir à notre échelle humaine avec les réseaux synaptiques que nous avons. Donc, dans ce domaine, si on revient à la réalité qui est que le monde naît à l'enfant, l'enfant n'arrive pas dans un monde tout construit, si ce n'est par des prédécesseurs qui l'ont imaginé et qui lui imposent leur imagination. Cette imagination variant selon les époques et les sociétés, parce qu'au fond, la mythanalyse sur laquelle je travaille, c'est une sociologie des imaginaires sociaux. Et c'est le point de vue que j'ai essayé de défendre par rapport au thème de la construction, et c'est un tonneau des Danaïdes. Mais au moins, on sait qu'on fabule. On ne croit pas qu'on a découvert une vérité qu'on va pouvoir compliquer un peu plus, si ce n'est qu'elle, si elle fonctionne bien, elle nous rend grand service et on ne peut pas vivre toujours dans un imaginaire flou et on a besoin d'outils. Alors, j'organise aussi une table ronde sur la couleur avec les plus grands designers et coloristes conseils de Chine, d'Italie et de France qui sont actuellement des gens remarquables. Donc cette table ronde sur la couleur est intéressante parce que la couleur, c'est difficile de la construire. Vous voyez des couleurs, vous ne savez même pas leur donner un nom. Vous savez pas, vous mesurez des fréquences, mais les couleurs, c'est beaucoup plus que des fréquences. Et donc, c'est un domaine qui est totalement irrationnel en apparence, que la société a complètement rationalisé parce qu'elle a peur de l'irrationnel. Elle a théologisé les couleurs, par exemple, dans la théologie des différentes religions. Naturellement, il y a des liens entre la magie et les couleurs dans toutes les religions, les conceptions animistes. On a essayé avec la science de réduire la couleur à des expressions rigoureuses de mesure, et on se rend très bien compte que toutes les mesures éclatent. On ne peut pas mettre dans des formes sphériques, des cubes, des rectangles, des cônes, toutes les couleurs pour arriver à les situer toutes les unes par rapport aux autres dans les rapports de couleurs, parce qu'au fond, la couleur, on a dit qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y en a 8 ou 12. Même Newton, qui ne voyait pas très bien, il n'était pas très sûr s'il y en avait 5 ou 7. Et il a demandé à un de ses assistants combien il en voyait, et il a déclaré 7, parce que 7, c'est un chiffre mythique qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, comme les piliers de la sagesse ou les jours de la semaine. Mais c'est une fabulation de dire qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a un continuum, et quand on veut le distinguer, step by step, comme on dit en québécois, bon, on se rend bien compte que c'est le continuum. Et pourquoi on l'a découpé en petits fragments
pour des utilités. Mais si on veut retravailler sur le domaine de la couleur, qui est quand même fondamentalement un irrationnel irréductible, on s'aperçoit qu'il y a 36 rationalisations différentes de la couleur. S'il y a 36 rationalisations, chacune a son arrière-plan fabulatoire, mythique et son utilité. Ça se rend compte, l'imaginaire c'est très utile. Et donc c'est un ensemble de questions. Quand on parle de la perception de la construction, c'est un ensemble de questions incroyables. Et en arrivant en bas de la Tour Eiffel, j'ai rencontré un gars du Sénégal extraordinaire. Et naturellement, je lui ai acheté une Tour Eiffel. Parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire de voir un grand Sénégalais qui m'offre une Tour Eiffel, qui me dit c'est 10 €. Bon. Et puis je voudrais que cette Tour Eiffel, à l'envers naturellement, puisque de l'autre côté de l'hémisphère, on la voit par l'autre côté. Je voudrais que cette Tour Eiffel soit le symbole de ce Time World de la construction, y compris dans l'imaginaire. Merci beaucoup Hervé. Maintenant, je vais demander donc à Jade Bouchmit et à Rosemarie Ferré de bien vouloir intervenir pour nous présenter la construction dans l'art. Bonjour. Alors, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'improvisation dans la construction. Comme vous le voyez, je n'ai pas de notes. Improviser, voilà. D'abord, le thème, quand on nous a proposé le thème de la construction, ça a été, si vous voulez, tout de suite plein d'idées. Plein d'idées sur ce que ça pouvait représenter. C'est l'avantage de ces thèmes, c'est le cas pour le hasard, c'est le cas pour le temps. Comment on peut les intégrer à une pratique qui est celle de l'art. Donc plein d'idées, c'est à foison. Puis ensuite, il faut essayer de ramener ça à une catégorisation pour en dire quelque chose de compréhensible et pas uniquement ouais, c'est peut-être mieux. Et pas uniquement un mêler des considérations, des acceptions d'un mot par rapport à une discipline. Ensuite, il s'agit de construire notre relation, puisqu'on ne se connaissait pas avant, on s'est trouvé complémentaires aussi, puisque Rosemarie est médiéviste notamment, mais a plein de casquettes, et c'était un des points intéressants, on y reviendra peut-être après. Et moi, je suis directeur adjoint d'un musée. Donc, ça paraissait aussi intéressant de confronter un peu deux domaines, enfin pas de confronter, mais de travailler ensemble à partir chacun de son domaine, un domaine institutionnel et un domaine de la recherche. Voilà, peut-être déjà pour vous dire un peu comment ça s'est construit. Et c'est également comme ça qu'on a voulu construire la liste des intervenants avec Rosemarie, en choisissant des intervenants qui ont plusieurs casquettes, qui sont multidisciplinaires et qui du coup peuvent éclairer cette notion de construction à partir de leurs différents métiers. Donc on a ainsi des philosophes qui sont également artistes, on a dans la salle, donc je le cite, Vincent Orgeman, un designer qui est également scénographe et musicien. Enfin voilà, on a vraiment cherché à prendre des personnes qui peuvent, depuis leurs différentes pratiques, penser la construction et son rapport à l'art dans les différentes disciplines qui les occupent. Voilà. Tu as tout à fait raison. C'était la démarche qui nous a animés, que de combiner en fait deux approches intellectuelles, mais aussi artistiques, hein, de ceux qui font l'art, de la façon aussi dont on a de regarder l'art. Et puis nous avons aussi mis en commun des réseaux qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Toi, effectivement, venant d'une institution comme le Musée de la musique, et moi de l'université, en tant que certes qu'enseignant-chercheur, médiéviste, mais aussi en tant que directrice d'un master qui forme justement des jeunes pour la mise en valeur de l'art et des artistes. En tout cas, j'ai été séduite, et je remercie Laurence Honora et les organisateurs de Time World par l'interdisciplinarité et la construction d'un dialogue d'abord entre art et science, ce qui a été soulevé tout à l'heure, mais aussi d'une interdisciplinarité au sein du domaine artistique que nous avons eu à cœur donc de mettre en lumière. Et il s'agissait, comme tu viens de le dire, de mettre en lumière des approches créatives plurielles,
Des supports aussi, tu as parlé de philosophes, de designers, nous pourrions aussi parler de dessinateurs, de peintres. Jean Bedez est ici dans la salle, il nous parlera justement de la construction de ces tableaux, ou alors d'autres artistes, musiciens ou sculpteurs, je pense en particulier à Mathieu Faury pour ces sculptures monumentales. Et puis, nous avons eu à cœur de confronter également dans cette sphère artistique des regards et des constructions intellectuelles, puisque la construction dans l'art est polymorphe, tu l'as souligné, mais aussi touche à un large spectre d'analyse. Il s'agit d'analyser des matériaux, mais aussi de se poser la question de la matérialité, de notre rapport à la matérialité de l'œuvre d'art, mais également de questionner la façon dont on va construire aussi l'émotion esthétique et par là même comment on construit l'histoire du goût aussi. En tant que médiéviste, je n'ai pas pu m'empêcher de partir du Moyen-Âge, vous le verrez dans ma conférence, en parlant notamment de la construction de la réalité au Trecento, notamment en Toscane, et puis de faire des ponts jusqu'à aujourd'hui pour montrer qu'un regard se construit dans des contextes. Et cela me paraît important, effectivement, comme tu l'as souligné, de mettre en valeur des contextes de création aujourd'hui. Alors, je voudrais terminer par une citation de Paul Éluard que j'aime beaucoup et qui dit que nous vivons souvent dans l'oubli de nos métamorphoses et peut-être justement qu'une des missions de l'art et de ses constructions plurielles est de faire réapparaître des formes, de mettre en lumière des modifications de formes, on parlait tout à l'heure de l'univers, bref, de révéler nos métamorphoses et celles du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Je vais inviter Gauthier de Pambourg et Marie Lacombe. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter rapidement le principe des synthèses, mais que Laurence a déjà un petit peu dévoilé tout à l'heure. Donc, pour vous rappeler comment se déroule une conférence Time World, donc c'est 45 minutes. D'abord, 30 minutes de conférence, puis 10 minutes de questions, et enfin 5 minutes de synthèse. Donc les synthèses, elles sont assurées par une équipe de synthétiseurs et de synthétiseuses. C'est comme ça qu'on les a baptisées, que Gauthier va nous présenter tout à l'heure. Et donc, dans ces synthèses, le synthétiseur ou la synthétiseuse ne fait pas un résumé de ce qu'a présenté l'orateur ou l'oratrice, mais répond à la question. Donc il commence ou elle commence par rappeler la question défi qui était au départ de la conférence, et puis ensuite énumère en quelques points les éléments de réponse qui ont été apportés par le conférencier ou la conférencière. C'est aussi l'occasion de faire le lien avec les questions du public et la manière dont l'orateur, l'oratrice y a répondu. Et c'est enfin, en général, l'occasion, quand le synthétiseur ou la synthétiseuse a bien fait son travail, d'orienter le public vers d'autres conférences qui sont en lien avec le thème de la conférence passée. Je vais laisser Gauthier vous présenter l'équipe donc des synthétiseurs et des synthétiseuses. Voilà, merci beaucoup Marie. Je suis ravi de vous présenter l'équipe des synthétiseurs, synthétiseuses de Time World 2022. On en a dans la salle, à commencer bien sûr par Marie elle-même. Donc Marie qui est en thèse actuellement d'histoire et de philosophie de la biologie et qui s'intéresse notamment à l'histoire de la primatologie et à la question de la frontière entre l'homme et l'animal. Nous avons également dans la salle Jimmy de Groot qui est également en thèse. Il y a beaucoup de thésards, vous allez voir dans l'équipe. En thèse d'histoire et de philosophie, surtout des mathématiques, et qui s'intéresse à l'applicabilité des mathématiques au monde réel, avec notamment une réflexion autour de la pensée de Leibniz qui nous invite à réinventer notre pensée sur cette question métaphysique. Ensuite, donc là, on a Marie plutôt pour la partie construction du vivant, Jimmy plutôt pour la partie construction mesurée. Ensuite, il y aura Tiffaine Lours qui est à Sciences Po, qui vient de soutenir un très joli mémoire sur l'histoire des greffes au 19e siècle, donc qui sera plutôt sur construction perçue, construction mesurée. Ensuite, nous avons Caroline Anglerot qui était déjà présente l'année dernière, donc plutôt pour la construction du vivant, et elle qui a soutenu récemment aussi une thèse sur la notion de simplicité et son applicabilité à la notion de cellule, avec là encore une réflexion autour de la pensée de Leibniz et des monades.
Nous avons également Baptiste Xiro qui a fait donc un mémoire sur les territoires et l'urbanisme à Sciences Po et qui démarre un nouveau master en psychologie, donc qui est plutôt sur la partie construction mesurée, construction perçue. Nous avons également Rachna Bouna qui réalise actuellement donc une thèse elle aussi sur la co-conception des bâtiments, avec notamment un intérêt pour la qualité de l'air des bâtiments, donc elle sera plutôt en construction mesurée. Edgar Lejeune, lui aussi a soutenu sa thèse récemment, qui s'intéresse à l'histoire des historiens, notamment dans le domaine de l'informatique. Manuel Goliac, qui était déjà présent aussi l'année dernière, qui lui a soutenu une thèse en musicologie, donc qui sera plutôt dans la partie construction dans l'art, même si de nombreux synthétiseurs synthétiseront des conférences dans la partie art. Et puis moi-même, donc Gauthier de Pambourg, en thèse d'histoire de la physique, l'histoire de la lumière des années 60 aux années 80, et je m'occuperai plutôt de la construction mesurée, notamment les conférences qui ont trait à la physique. Voilà pour le programme. Toutes les conférences de Time World seront donc synthétisées. Il y aura également une table ronde des étudiants sur le thème déconstruire pour reconstruire, point d'interrogation. On a plein de sujets à aborder, donc on vous donne rendez-vous. Ce sera le vendredi à 10 h. Voilà. Merci beaucoup Gauthier et Marie. Donc je vais passer maintenant la parole à Olivier Récassens qui va nous parler donc bien de ce que vous voyez juste sur la tribune. Pourquoi vous levez-vous le matin? Bonjour. Donc là, j'interviens en fait plus comme directrice de Belin Sciences. Peu importe. Encore frissonnant sous la peau des ténèbres, tous les matins, je dois recomposer un homme. Avec tout ce mélange de mes jours précédents et le peu qui me reste de jours à venir. Si je vous lis ces quelques vers de Jules Supervielle, c'est pas pour plomber l'ambiance, c'est parce qu'en fait, ce poème qui s'appelle La fable du monde, il nous parle de quoi? De la condition humaine, et que ce livre, pourquoi, en 2 mots, vous levez-vous le matin, il nous parle aussi de la condition humaine. Donc cette question, nous l'avons posée à une centaine de personnalités, petite centaine de personnalités, qui sont donc indiquées notamment ici, et dans le bandeau du livre, qui sont astrophysiciens, qui sont poètes, philosophes, mathématiciens, chefs cuisiniers, sportifs, et tous donc nous ont livré en fait leur moteur intime, leur ressort, ce qui fait que chaque matin, ils se lèvent pour agir, construire, créer, fabriquer, rêver. Ce livre est donc coédité par Belin et par Innovaxium. Et donc aujourd'hui, je veux à la fois remercier les auteurs, l'illustratrice Hélène Crochemort, bien sûr les équipes Belin, dont une petite partie est ici présente, et Laurence Honorat, puisque Innovaxium coédite avec Belin ce livre. Et le livre accompagne, comme vous l'avez compris, le congrès sur la construction, puisque pour construire, il faut déjà commencer au moins par se lever. Donc merci à tous, merci à toutes. Bien sûr, ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, à commencer par Erol. Et donc je vous conseille, pour nous construire, pour vous construire, de peut-être commencer aussi par avoir de bonnes lectures, donc, dont celle-ci par exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivia. Donc effectivement, ce livre est le livre en support du congrès, mais il y en a aussi un autre, Se reconstruire dans un monde meilleur, de Xavier Emmanueli et de Boris Cyrulnik, donc qui vient de sortir aussi et qui parle bien sûr de la construction de la personnalité. Et il y a toujours donc Pourquoi moi, le livre qui était sorti pour l'édition sur le hasard. Et donc tous ces livres sont en vente et peuvent être dédicacés par les auteurs qui sont présents dans la salle. Je voulais passer la parole à Bertrand Kulik, qui nous étonne avec ses magnifiques photos. Et donc j'ai pris s'il veut bien passer à la tribune pour nous dire quelques mots. Bonjour, alors, je suis vraiment ravi de participer cette année à cette nouvelle édition de Time World. Je remercie évidemment l'organisation, Laurence en particulier. Voilà, c'était pas prévu que je prenne la parole, donc je vais essayer de construire de manière de la plus belle des manières, je l'espère. Voilà, donc moi je suis avant tout, je suis musicien, je suis violoniste et je suis passionné de photographie. Donc j'ai un lien très fort entre la matière d'une manière générale et pour moi, que ce soit avec un instrument de musique ou avec un appareil photo, j'aime construire mon univers
pour le partager. Donc voilà, vous allez découvrir une série de photos de foudre sur Paris et notamment donc la Tour Eiffel. Donc voilà, ça fait des années que je rêve de pouvoir montrer mes photos ici. Là, vous en avez quelques-unes et vous pourrez en découvrir toute une série lors de Time World cette année. Voilà, donc je vous remercie. Je suis très heureux d'être avec vous. Moi aussi, je suis passionné par les sciences, par l'astronomie à la base. C'est pour ça que j'en suis venu à m'intéresser à la photographie, que ce soit la photographie du ciel et également la macrophotographie. Donc voilà, la construction du vivant, c'est quelque chose... j'aime être dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Donc je suis proche de votre univers. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand pour cette improvisation impromptue. Je vous rappelle donc que nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y a au fond de la salle donc des livres qui sont en vente et de l'eau. Et je vous invite à admirer maintenant, d'une part, le paysage qui se présente sous vos yeux, et d'autre part, les magnifiques photos donc, qui ont été faites et qui sont présentées ici par Bertrand Koenig. Il en présentera beaucoup d'autres sur le campus de Sorbonne Université, le campus de Jussieu de Sorbonne Université, le 29 et 30 juin et 1er juillet. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Au plaisir de vous voir à Time World.